je suis Hugues de Bantel, directeur général de Cosmotech. Je suis également vice-président de Think Smart Grid, donc c'est à ce titre que j'anime la table ronde ce soir. Et je suis également ambassadeur BPI Excellence, ce qui me donne une connaissance assez fine de l'organisation de la BPI et des financements associés à la BPI. Mais on n'ira pas forcément sur ce terrain-là ce soir pendant la conférence, mais on pourra en parler après la conférence si vous le souhaitez. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un échange avec vous le plus concret possible pour tout simplement qu'il vous soit le plus utile possible sur les mécanismes de financement de l'innovation et en particulier dans le domaine qui est le nôtre, qui est celui de l'énergie, des smart grids, de la transition énergétique. Et on a pour cela rassemblé un podium avec des experts de ces sujets. Alors ce que je propose, c'est je vais les présenter au fur et à mesure de la table ronde pour qu'on puisse aller très rapidement dans le sujet. Et chacun d'entre eux ensuite viendra porter un témoignage sur les mécanismes de l'innovation. On sait que c'est souvent des environnements un peu complexes qui peuvent être parfois un peu obscurs. Donc on va essayer d'être le plus concret, le plus direct possible et de rassembler ça dans un temps relativement court pour laisser la part aux questions dans un second temps. Voilà. Donc on va commencer avec Karim Sidi Ali Cherif, que je vais laisser se présenter et qui ensuite va nous donner un panorama des différents mécanismes de financement autour de l'innovation et de l'énergie. Merci. Mon masque. Donc effectivement, Karim, donc, je suis directeur des partenariats institutionnels au sein du CEA Liten. Donc le CEA Liten, j'imagine que le CEA, c'est plutôt connu. Le Liten, c'est l'institut qui traite de la transition énergétique. Donc on va aborder des sujets de batterie, des sujets d'hydrogène, des sujets de production PV, et on met en musique tout ça pour développer justement des réseaux électriques intelligents. Maintenant, si dans le cadre de mes fonctions, je suis amené à monter des projets institutionnels, et on m'entend bien ? Oui. Très bien. OK. Et du coup, quand on a préparé cette table ronde, donc on s'est dit qu'il fallait de l'info concrète, notamment pour les startups et les PME. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans le financement d'innovation ? Le financement d'innovation, c'est très très large, comme vous imaginez bien. Il y a premier discriminant, c'est le financement d'innovation, le financement privé et le financement public. Le financement privé, donc c'est le financement issu de fonds d'investissement ou de business angel au moment de la création d'une société. Et puis ensuite, vous avez le financement public. Et là, on va plus se concentrer sur le financement public. Et dans le financement public, il y a un autre discriminant qui est important à savoir, c'est le financement indirect et le financement direct. Le financement indirect, c'est là où on va parler de CIR et de C2I. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si on pose des questions, on pourra aborder le sujet. Alors CIR, Crédit Impôt Recherche, et C2I... Crédit Impôt Innovation, voilà. Exactement. Donc ça, c'est le financement indirect. Et puis, il y a le financement qui nous intéresse, en tout cas plus ici, c'est le financement direct de la subvention ou sous une autre forme d'aide. Et dans le financement direct, la première question qu'il faut se poser quand on souhaite aller chercher du financement direct, c'est vraiment quelle est la maturité du projet que je souhaite porter ? Et là, je sais qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas trop apporter d'acronymes, mais il y en a un qui me paraît clé, c'est les TRL, c'est le niveau de maturité d'une technologie. C'est une échelle qui va de 1 à 9. 1, c'est l'idée. 3, c'est le concept. 6, c'est le prototype. 8, 9, c'est la commercialisation. Première chose, c'est mon projet, il se situe où dans cette échelle ? À partir de là, ça va vous ouvrir certains guichets de financement. Deuxième discriminant très important, c'est l'aspect collaboratif ou individuel. Ça aussi, selon qu'on souhaite porter le projet seul ou de manière collaborative, pareil, on n'a pas le même panel de guichets d'investissement, enfin en tout cas de guichets de financement qui s'ouvrent à nous. Donc je vais m'intéresser de mon côté au financement, on va dire, national. Et pour les startups et les PME, il y a un financement individuel qui me paraît assez clé, c'est le concours innovation. Donc le concours innovation, ça peut être porté par une startup ou une PME. Et vous pouvez porter un projet dont les budgets sont de 500 000 € jusqu'à 5 millions d'euros. Et vous avez un taux d'aide
entre 35 et 40%. Et cette aide est aussi coupée soit en forme d'avance remboursable, soit en forme de subvention. Bon, c'est pas pour entrer dans les détails, mais déjà, c'est le premier guichet, d'un point de vue individuel. Ensuite, si on aborde l'aspect collaboratif, il y a un guichet qui me paraît clé, toujours financé par la Banque publique d'investissement, c'est IDEMO. C'est pour des projets de démonstration. Et là, vous pouvez partir en meute, entre guillemets, avec dans votre chaîne de valeur l'amont, l'aval, et proposer un projet sur ce guichet où là, on monte sur des projets de budget supérieur à 5 millions d'euros, et ça peut aller jusqu'à 10, 20, 30 millions d'euros. Donc ça, c'est le guichet BPI collaboratif. Et puis, ensuite, effectivement, il y a l'Europe. Là, l'Europe, vous pouvez aller chercher dans Horizon Europe, un programme qui sera présenté par mes collaborateurs, du collaboratif. Et là, on ne parle pas d'avance remboursable, ce qu'on peut connaître ici dans les guichets type BPI ou ADEME. On parle de subventions, et les startups comme les PME peuvent être financées à hauteur de 70 ou 100% des coûts directs et 25% des coûts indirects. Et vous pouvez aller chercher des budgets autour de 500 kg € en subvention jusqu'à 1 million d'euros quand on est coordinateur, en collaboratif. Et c'est ça qu'il faut se poser aussi quand on monte un projet en collaboratif, start-up ou PME. Est-ce que je souhaite porter le projet? Et là, c'est moi qui suis architecte de mon projet. J'invite qui je veux. Et là, on peut aller chercher effectivement des subventions d'1 million d'euros. Et quand on est partenaire, c'est différent. Et donc, concrètement, on prend contact avec la BPI directement. Quelle est ta recommandation? C'est de se faire accompagner Alors, ma première recommandation, enfin, il y en a deux, c'est vous pouvez directement effectivement de contacter les personnes de la BPI ou de l'ADEME aussi, parce que l'ADEME propose aussi des guichets de financement. Voilà, le fameux concours innovation, il est à cheval entre l'ADEME en tant que coopérateur et la BPI. Donc c'est le premier réflexe, je dirais. Ensuite, c'est aussi avec j'imagine que vous connaissez d'autres startups, d'autres PME, qui ont été lauréats de certains guichets. Il ne faut pas hésiter aussi à les contacter. Et puis, comme on est sur des thématiques Think Smart Grid, je pense que c'est important aussi de contacter l'association. Parce qu'il y a autour de cette association des entreprises, des centres de recherche, comme le CEA et d'autres, qui montent des projets sur ces guichets-là. Très bien. Et une petite ouverture peut-être sur l'Europe Ouais, alors sur l'Europe, après je passerai la parole à Jérôme. Sur l'Europe, alors j'ai parlé d'aspect collaboratif, vous donnez un ordre de grandeur des budgets, surtout de la subvention que vous pouvez aller chercher. Sur l'Europe, il y a un guichet particulier, c'est l'EIC Accelerator. Bref, je t'en dirai un peu plus. Et là, je dirais que c'est un peu la Rolls-Royce quand on souhaite aller chercher du financement individuel, parce qu'on peut aller chercher 2,5 millions d'euros de financement, et la Commission européenne, dans certaines conditions, peut rentrer dans le capital. Par contre, c'est très compétitif. Merci. Donc on va passer à Jérôme Billier. Donc je vais te laisser te présenter. On va parler un peu plus maintenant des financements européens et du rôle aussi du point de contact national, parce que je pense que c'est intéressant pour notre audience. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation déjà. Je vais commencer par la politesse. Après, si on rentre dans le vif du sujet, en termes d'activité, j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai une première casquette, c'est celle d'être délégué général d'une association qui s'appelle l'Association des sociétés de recherche contrat. Version raccourcie, sans prendre la respiration, ça fait ASRC. Une deuxième association qui s'appelle France Innovation, qui regroupe des entreprises innovantes, tous secteurs d'application confondus. Et une troisième casquette qui passe par une mise à disposition de mon temps de travail au ministère de la Recherche, qui est celle de point de contact national dans le cadre de l'EIC Accelerator, qui est un instrument spécifique dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc je ne traiterai pas le volet collaboratif, puisque c'est plutôt Vasile qui va traiter ça, mais sur le programme communautaire Horizon Europe, qui a démarré cette année, 2021, qui a une durée de 7 ans. Alors on a des budgets, on parle de 95 milliards d'euros, donc ça fait un peu tourner la tête. À la limite, ce n'est pas forcément le chiffre qu'il faut retenir, c'est plutôt le chiffre. J'ai 2,5 millions capés en subvention et la possibilité d'avoir une intervention en equity. Au sein de ce programme Horizon Europe, on va retrouver 3 piliers, sans trop rentrer dans l'architecture du programme. Il y a 3 piliers. Le pilier 2, je le traiterai à Vasile, le fera. Le pilier 1, je ne l'évoque pas. Et le pilier 3, on est clairement plus sur le volet innovation. Et au sein de ce pilier 3, il y a une brique qui s'appelle l'EIC. Et je continue ma poupée russe. Et au sein de cette brique EIC, il y a une sous-brique qui s'appelle l'EIC Accelerator. L'EIC Accelerator est destiné clairement aux startups et aux PME très innovantes,
très fort contenu technologique. On peut rappeler ça la deep tech aujourd'hui. Hein, le terme, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et la volonté de la Commission européenne, c'est d'avoir, grosso modo, dans son portefeuille, les plus beaux projets au niveau européen. Donc on est sur un dispositif très concurrentiel pour plein de raisons. Un, parce que ce mécanisme-là n'existe à peu près nulle part en Europe. Au niveau français, du 2,5 millions en subvention, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Et c'est encore moins le cas dans d'autres pays européens. Et puis, par ailleurs, la Commission européenne, depuis octobre 2019, dans une version pilote, dorénavant, a la capacité d'intervention sur du dilutif, donc c'est une intervention en equity, qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Le fonds EIC a vocation plutôt à se positionner comme un co-investisseur et en aucun cas l'investisseur lead. Ça, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on a à peu près, si on prend la version 2021 du programme de travail, il y a 2 appels à projets, il y en aura 4 en 2022. C'est à peu près 1,1 milliard d'euros destinés à l'EIC Accelerator. Sur le premier cut-off, donc la première version de ramassage de copies, hein, il y a 130 entreprises qui ont été sélectionnées pour les interviews. Et à l'issue des interviews, on peut imaginer qu'à peu près 50% de ces dossiers-là seront retenus. Et ensuite, pour les entreprises qui auront coché la case Blinded Finance, c'est-à-dire de la subvention et de l'equity, le fonds EIC va intervenir comme n'importe quel fonds et va donc faire une due diligence. Et va essayer en parallèle de chercher des co-investisseurs avec l'entreprise. Et Jérôme, une question par rapport à ça. Ah, pardon. Oui. Il y avait combien de candidats sur les 65 retenus ? Il y en avait 800. Mais c'est un peu faussé, pour ceux qui ont connu l'instrument PME dans le passé, qui était un peu l'ancêtre de l'EIC Accelerator, c'est qu'il y a dorénavant, sur le programme de travail Horizon Europe, on a plusieurs étapes. Il y a une première étape qui correspond à un diagnostic qui est fait sur une plateforme, qui n'engage absolument à rien, même si vous avez des mauvaises notes sur ce diagnostic, vous pouvez très bien candidater, donc ce n'est absolument pas bloquant. Ensuite, il y a une première étape, qu'on appelle Step 1, je ne l'invente pas, et là, on a à peu près 70% des dossiers qui passent. Et lorsque je suis évalué par 4 évaluateurs, sur les 4 évaluateurs, je dois avoir 2 go sur 4 pour être admis sur la full application, pardon pour les anglais en permanence, pour les dossiers complets sur l'étape 2. Et là, grosso modo, sur le premier cut-off, on a eu à peu près 2000 candidats. Voilà. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que quand vous êtes admis après la première étape, vous êtes admis à candidater à l'étape 2, mais ce ticket-là est valable 1 an. Donc je peux faire le choix, soit de viser l'appel à projet suivant sur l'étape 2, soit je peux viser d'autres appels à projet. Donc ça veut dire que clairement, sur cette année 2021, les chiffres sont un peu tronqués, parce que ça va être ventilé sur différents cut-off. Voilà. Cut-off, c'est appel à projet, pardon, date limite, excusez-moi. J'ai en fait 2 questions supplémentaires. On peut candidater plusieurs fois ? Et est-ce qu'on a intérêt à candidater plusieurs fois ? C'est-à-dire, est-ce que le taux de succès augmente avec le nombre de candidatures ? Alors, clairement, sur le programme précédent, donc il y a eu l'instrument PME et le EIC Accelerator version pilote, ce qu'on voyait, c'est qu'il n'était pas rare de voir des dossiers passer après la 4e ou 5e soumission, voire plus. Ce que la Commission a voulu, en revanche, c'est dans la version Horizon Europe, c'est clairement d'avoir évité les goulets d'étranglement et éviter la resoumission. Donc on ne peut pas resoumettre ad vitam aeternam, donc il y a des conditions pour resoumettre. Mais on a la possibilité de resoumettre. Encore une deuxième question, est-ce que, parce que c'est toujours ce qui fait un peu peur aux startups, c'est comment présenter mon dossier, est-ce qu'il y a une façon de présenter son dossier pour gagner, est-ce qu'il faut répondre d'une certaine façon, est-ce que ta recommandation c'est de venir accompagner, c'est-à-dire de passer par une société de conseil qui accompagne le dossier, ou est-ce qu'il y a des cas où on peut passer sans accompagnement ? Non, clairement, la majorité des dossiers qui passent aujourd'hui sont accompagnés. Ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés. Ça ne veut pas dire que tous les dossiers qui passent sont accompagnés. On peut aussi avoir des entreprises qui ont les compétences en interne, qui sont relativement matures sur ce type de dossier, qui ont probablement déjà fait des levées de fonds, donc qui ont certaines formes de rodage. C'est vraiment au cas par cas. Mais après, ce qui est certain, c'est que c'est assez chronophage comme dépôt de dossier, donc ça, il ne faut pas... Et un point que je n'ai pas évoqué sur la partie financement, c'est contrairement à d'autres dispositifs, il n'y a pas de question de fonds propres. C'est pas anodin. Hein. D'accord. Habituellement, on a la règle des 1 pour 1. Là, la règle n'existe pas. Donc, c'est pas... Je voulais souligner quand même. Très bien. Donc, merci beaucoup. Ah, une question, on va prendre tout de suite. Il faut du co-investissement privé. Oui. 1 pour 1. C'est à peu près ça.
Ça peut être plus aussi, enfin, les ratios sont très largement discutables. Ce qui est certain, c'est que le fonds EIC a plutôt vocation à se considérer comme investisseur patient, 7-10 ans, voire plus dans le domaine de la santé. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas sortir au prochain tour de table, hein, clairement. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils veulent être actionnaires minoritaires. Avec du privé, du VC privé classique. Très bien, donc on va poursuivre sur les mécanismes de financement avec Vassilé Youssouf. Donc je vais également te laisser te présenter et puis enchaîner directement. Bonjour à toutes et à tous. On m'a présenté Vassilé Youssouf. J'ai aussi 2 casquettes comme mon collègue Jérôme. Je suis chargé d'affaires européennes au CEA à Saclay et en même temps je suis représentant du point de contact national, cette fois-ci sur le cluster qu'on appelle le pôle de compétitivité 5, qui est dédié aux thématiques énergie-climat. Jérôme, il a déjà présenté un tout petit peu, bon, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on se perd nous-mêmes dans toute la terminologie, on ne sait plus quoi, on dit KIT, on dit EUT, EEC. Donc, ce qui compte, c'est qu'il a 3 pôles, il a 3 piliers, pardon. Le pilier qui est dédié à l'excellence scientifique, il a le pilier problématique mondiale et compétitivité industrielle, dont le cluster 5, que je vais parler un peu plus en détail. Et ensuite, il y a le pilier 3, qui est l'Europe innovante. Après, il y a un pilier transversal, bon, ça c'est un peu qui fait un peu le lien entre les 3. Et maintenant, si je reviens au pilier 2, le pilier 2, il est composé lui-même par 6 pôles plus un centre de recherche commun. Bon, les 6 pôles, c'est santé, culture et créativité. Le 2e, le 3e, c'est sécurité civile. 4e, je crois que c'est numérique, industrie, espace. 5e, climat, énergie, mobilité. Enfin, je suis arrivé. Et puis le 6e, il est dédié à l'alimentation, bioéconomie et ressources naturelles. Voilà. Et maintenant, si je rentre plus en détail dans le cluster 5, cluster 5, comme je disais, au pôle, bon, ça dépend comment on est habitué à utiliser cluster 5. Moi, en français, c'est pôle. Il a une différence par rapport au projet, ce qu'on appelle individuel, du type EEC, c'est que, bon, déjà, un avantage que le taux de succès, il est légèrement plus élevé, même si, bon, disons que la France, je crois qu'on est à 15% à peu près, là, on est dans la moyenne européenne, donc déjà, c'est un peu mieux, voilà, mais ça dépend après du thématique. Et deuxièmement, c'est que le taux de financement pour la recherche et l'innovation, parce qu'il y a 3 types d'actions. Il y a CSA, coordination et support. Il y a IA, c'est Innovation Action, donc innovation. Et puis, je crois que c'est plutôt innovation qui vous intéresse. Et puis, il y a recherche et innovation. Pour la recherche et innovation, le taux de financement, il est à 100%. Et par contre, pour les actions du type innovation, c'est 70%. Pour les entreprises. Pour les centres de recherche, il est à 100% également. Voilà. Et dans le cadre du cluster 5, le cluster 5, il est divisé. Il y a un document qui fait 500 pages à peu près. Bon, c'est facile, vous prenez le document, vous tapez le mot qui vous intéresse ou la thématique, et puis moi je fais comme ça à Paris pour un fichier Word, et vous trouvez les appels à projets qui vous intéressent. Parce que voilà, pour ce programme cadre qu'on appelle Horizon Europe, il est mis en œuvre par le biais des appels à projets, bien sûr, qui sont ouverts et concurrentiels. Voilà. Et je reviendrai plus tard sur un cas concret. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce document, il est structuré sur 6 destinations. Et il a la destination 1 qui est dédiée au climat. Destination 2, c'est des solutions intersectorielles, par exemple, qui croisent un peu les connaissances, hydrogène, batterie. 3, c'est ENR, efficacité énergétique. Voilà, c'est la destination 3, je vais revenir dessus, qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a aussi l'efficacité énergétique et les réseaux intelligents. Voilà. La 4e, il est plus dédié au développement des solutions qui s'adaptent à la demande. Voilà. Et là, c'est un peu la nouveauté, entre guillemets. Et puis la 5e et le 6e. La 5e, c'est transport, système de transport. Et la 6e pour la décarbonation du transport. Et la 6e, c'est la mobilité, l'infrastructure. Voilà. À peu près les grandes lignes. Mais j'ai fait vraiment très, très schématique. Je ne peux pas faire mieux que ça. Très bien. Et alors, j'ai un projet sur un de ces sujets.
il faut que j'arrive avec des partenaires, je peux venir seul et trouver un partenaire en rentrant sur le site. Comment ça fonctionne concrètement? Voilà, donc d'abord, vous rentrez sur le site du ministère, le ministère de l'Enseignement et de Recherche, voilà, innovation. Là, il y a toutes les informations, tous les PCN sur tous les piliers, sur tous les documents. Là, vous cherchez le document qui vous intéresse. Par exemple, dans ce cas-là précis, c'est le cluster 5, le pôle 5. Vous rentrez sur PCN, climat-énergie, cluster 5, et là, vous allez trouver le document. Vous cherchez avec une loupe de fichiers PDF. Vous cherchez les quelques thématiques qui vous intéressent. S'il y a des questions qui vous chagrinent, que vous ne comprenez pas très bien, c'est sûr que vous allez avoir, vous nous envoyez un mail. C'est le PCN climat-énergie. Normalement, c'est à nous, à nos collègues. Parfois, nous, on fait appel à nos collègues du PCN juridique et financier. Et si la question, par exemple, elle ne tient pas vraiment d'un autre domaine, on vous envoie vers un autre collègue PCN. Et voilà, donc vous trouvez la thématique, on vous accompagne. Et ensuite, voilà, il y a, mon collègue Karim, il a déjà un tout petit peu évoqué, il y a deux types de figures. Si vous avez envie de porter ce projet, ou si vous voulez être un partenaire. Pareil, sur le site du ministère, il y a une rubrique offre de compétences et de recherche de partenaires. Vous remplissez un fichier Word, c'est une page ou deux. Voilà, vous mettez 2-3 destinations, disons, appels à projet qui vous intéressent. Une fois que vous faites ça, et après les quelques mots-clés, vous nous enverrez ce fichier, vous donnez votre accord qu'on peut partager ce fichier avec les autres et vos coordonnées, et après, vous allez retrouver d'autres partenaires. Ça, c'est le cas, disons, en théorie. En réalité, il est un peu plus dur, disons, c'est pas si facile que ça. Voilà. Donc, si vous êtes coordinateur, en général, quand on est coordinateur, on a déjà un réseau, au moins 2-3 partenaires, disons. Et vous avez déjà une idée en tête. Et c'est légèrement plus simple. C'est pas non plus, parce qu'après, il faut passer par toutes les étapes. Si vous n'êtes pas coordinateur et par contre, ça vous intéresse, je ne dis pas que, je ne sais pas, 50% des offres qui sont sur les recherches du partenariat, c'est déjà des personnes qui sont en train de monter un projet. Mais nous, on fait encore des webinaires, on met aussi des gens ensemble, voilà, qui veulent. Et là, quand vous êtes un partenaire, dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple, surtout si vous êtes une start-up qui n'a jamais monté un projet européen. C'est vrai que faire appel à des réseaux comme Think Smart Grid, c'est une bonne idée pour une jeune start-up. Voilà. Ça, Et sinon, dans ce cas-là, nous, on vous accompagne, le PCN du ministère, et puis il y a les autres réseaux, il y a d'autres pôles de compétitivité qui peuvent vous accompagner. Voilà, à peu près. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, je vous en prie. C'est nécessairement des projets collaboratifs, là? Oui. C'est ce qui remplace l'ancien Horizon 2020 classique? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc, il faut, c'est typiquement des projets avec 10, 20 partenaires? Minimum 3. Le seul changement qui est quand même important, c'est que c'est minimum 3 partenaires de 3 pays membres ou membres associés, dont un qui soit membre. C'est le changement par rapport à Horizon H2020. Voilà. Bon, ça dépend vraiment. Ça peut être parfois, c'est pas obligatoire d'avoir 20 partenaires. Ça dépend si le budget, bien sûr, tout dépend des actions que vous allez mettre en place. Si vous allez regarder, par exemple, si pour un projet qui, le budget total est de 5 millions, vous n'avez pas besoin de mettre 20 partenaires. Ouais, je veux dire, vous pouvez mettre peut-être entre 5 et 10 maxi. Mais par contre, si le budget total, ça fait 20 millions, après, vous pouvez rester sur 5-10. Mais après, il faut justifier les activités que vous allez mettre en place. Tout est voilà, par rapport à ça. Et sur la typologie des partenaires, il faut, Horizon 2020, mais il fallait un académique, une PME, un grand groupe, ou pas non, il n'y a pas de règle écrite, en fait, sur ça. Mais disons que les règles non écrites, en général, encore une fois, ça dépend de l'action. Je vous rappelle que j'avais mentionné Innovation Action, et donc action des innovations, des appels à projets sur accès sur l'innovation, donc des TRL plus élevés, pour reprendre le terme de Karim. Bon, le terme de Karim, TRL pas forcément, pardon. Voilà. Donc, normalement, pour ce genre d'action, effectivement, en général, disons que la balance, ça va plus vers l'industrie. Disons que c'est, au moins 50% des membres des participants soient industriels et 50% que ce soit des académiques. Si c'est un appel à projet du type
recherche et innovation. Dans ce cas-là, c'est plus 60%, 70% vers l'académique et 30%, 40% vers... Non, c'est pas obligatoire. Il n'y a aucune règle écrite. Ça dépend de la plage de TRL en fait, du projet. C'est ça. Et les besoins du consortium. Non, mais après, ça dépend, comme dit mon collègue, et ça dépend aussi du sujet. Ça dépend beaucoup du sujet. Si un industriel peut faire ce qui est demandé, à ce cas-là, non, il n'y a pas une règle écrite que ce soit toujours en académique, non. Mais du coup, si je peux me permettre, là, du coup, vous touchez à un point clé, c'est qu'effectivement, dans certains guichets nationaux, il y a ces règles-là. Où il faut avoir un industriel chef de file et au moins un académique. Tandis qu'à l'Europe, ce n'est pas une règle qui est écrite. Vous pouvez très bien partir avec que des industriels. Maintenant, quand on regarde les taux de succès, c'est vrai que quand il y a dans votre consortium des RTO plutôt gagnants, je ne vais pas dire que ça aide dans le projet, mais comme ils l'ont dit précédemment, avec les niveaux de TRL, ça peut donner de la crédibilité supplémentaire. Ça, c'était la première différence. Et la deuxième différence avec les guichets nationaux, c'est ce qu'évoquait Jérôme, c'est que pour le coup, il n'y a pas cette affaire de fonds propres. Sur les guichets nationaux, vous l'avez. On ne va pas vous donner une aide supérieure à vos fonds propres. Alors que sur l'aspect européen, c'est indépendant. Oui. Les sujets sont assez top-down, c'est ça? C'est-à-dire que le cahier des charges de chacune des thématiques dit je veux ci, ça et ça et ça. Oui, c'est tout écrit. Oui, c'est déjà... Ça dépend vraiment. Ouais. Ça dépend des programmes de travail, ça dépend des topics, il y a des appels à projets spécifiquement. Ouais. Par le passé, c'est ce que j'avais constaté. Mais oui. Mais non, il peut y avoir des topics très larges qui nécessitent du coup des gros consortiums et des choses qui sont beaucoup plus pointues et qui, pour le coup, avec un petit consortium de 5-6 partenaires, on peut petit relatif. Ça dépend. Oui, il y a des sujets qui sont déjà évoqués, mais je prends un exemple très précis. Vous avez un sujet aujourd'hui sur l'électronique de puissance. Voilà. C'est très précis. Et vous avez un autre sujet, celui-là il est plutôt bottom-up, donc il faut proposer des technologies. Vous avez un autre sujet qui est plutôt top-down, où là c'est l'intégration de systèmes énergétiques, où là il va falloir développer des réseaux électriques couplés avec des réseaux de chaleur, par exemple. Et là c'est tout de suite des consortiums un peu plus grands. Juste apporter un complément sur le IC Accelerator, parce que ça a peut-être manqué de clarté mon discours, mais on est sur le IC Accelerator, il n'y a pas de notion de hors-sujet. Ça a toujours été bottom-up. Là, on a à nouveau bottom-up, plus des challenges. Mais en gros, si je ne suis pas dans les challenges, alors sachant que c'est très Green Deal et santé, donc on peut imaginer que les entreprises de l'assistance peuvent retrouver écho dans ces termes-là, en tout cas Green Deal. Mais si jamais je ne me retrouve pas dans la bonne case, de toute manière, il y a une dimension bottom-up, je ne peux pas être hors sujet. Je peux être hors sujet parce que ce n'est pas le bon périmètre, pas le bon timing, pas les bons TRL, etc. Mais je ne peux pas être hors sujet, quoi. Non, parce qu'en fait, l'enveloppe budgétaire est splittée en deux, entre les appels totalement bottom-up et les appels challenge. Et a priori, les taux de succès sont à peu près identiques. Je l'en saurai un peu plus dans 2 mois, lorsque les interviews des projets seront passées. Voilà. Merci. Donc on va poursuivre maintenant avec la vision venture et de l'investissement français avec Olivier Bordelane. Donc je te laisse te présenter et ensuite nous donner un peu un panorama des investissements dans le domaine. Oui, merci. Donc moi aussi j'interviens à double titre ou double casquette. Donc effectivement je suis partenaire chez Demeter qui est un leader européen de l'investissement en capital risque et capital croissance dans le secteur clean tech au sens large. Et j'interviens aussi en tant que membre de la commission climat de France Invest qui regroupe tous les investisseurs français de ce secteur-là, et France Invest qui regroupe tous les investisseurs. Donc la commission climat dont je fais partie a l'habitude de publier des chiffres un peu tous les semestres. Et il se trouve que j'ai envie de vous convaincre, de vous démontrer que le secteur des clean tech dans lequel vous êtes normalement acteur attire de plus en plus de capitaux privés. Puisque en 2018, le baromètre montrait qu'en 2018, on avait franchi le cap de 1 milliard investi par les capitaux privés dans ces secteurs-là.
Et bien, sur le baromètre du premier semestre 2021, on est déjà à 1 milliard. Ça veut dire que vous voyez, entre 2018 et le premier semestre, on arrive au même niveau. Et les prévisions que l'on fait au sein de la commission climat montrent qu'à horizon 2030, on sera sûrement à 5 milliards investis par les capitaux privés dans le secteur cleantech. Donc c'est un secteur qui pousse énormément, qui attire beaucoup. C'est toute taille d'entreprise? Alors c'est toute taille d'entreprise. Alors sur le milliard, si je parle du milliard actuellement sur le premier semestre, il faut savoir que la grosse partie, donc près de 800 millions, ont été investis plutôt dans du capital développement, donc plutôt des sociétés matures. Tout ce qui est capital innovation ou amorçage, ça a attiré 200 millions. Mais c'est quand même des chiffres assez remarquables. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que les levées de fonds, dans leur taille, ont beaucoup grossi. Aujourd'hui, vous voyez un peu la presse. Alors, je ne parle pas du digital, mais si vous prenez nos secteurs en particulier, c'est pas très rare de voir des levées de fonds de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, sur le premier semestre, par exemple, de cette année, Back Market a levé près de, je ne veux pas dire de bêtises, 276 millions d'euros. Suivi de Neoen qui a fait 255. Il y avait un Blablacar qui avait fait 96, vous voyez. Et sur le secteur seed, que moi je pratique au quotidien, les levées de fonds de 3-4 millions d'euros en seed, c'est quand même très souvent, quoi, très fréquent. Pour la petite anecdote, j'étais moi-même entrepreneur. En 2003, le premier tour de seed que j'ai fait, c'était à peu près 150 kg-euros. Et j'avais fait une série A de 2 millions d'euros. Et à ce moment-là, je pense que c'était une des plus grosses séries A de l'époque. Donc vous voyez, aujourd'hui, je serais un petit peu ridicule. Donc tout ça, ça montre qu'il y a vraiment un attrait fort sur ces thématiques-là. Alors parmi les cleantech, il y a beaucoup de sujets. Le leader reste encore les énergies renouvelables, qui est numéro 1 en termes de capitaux investis sur le premier semestre 2021. Ils ont attiré 373 millions d'euros. Voilà. Deuxième, c'est l'économie circulaire, qui est vraiment un secteur qui est revenu à la mode et avec toutes les problématiques de matériaux alternatifs, de recyclage des déchets, etc. Donc là, il y a eu aussi beaucoup de capitaux, près de 300 millions d'euros. Et le troisième, c'est la mobilité et les transports, qui elle, continue à attirer des capitaux forts. Le secteur efficacité énergétique, je dirais, qui est celui qui est le plus proche de l'association aujourd'hui, arrive en 4e position avec 62 millions d'investis sur le premier semestre 2021. Voilà. Donc si je passe au-delà de ces chiffres, il y a des secteurs qui sont plus ou moins à la mode, etc. Donc je viens d'en citer ceux qui ont été investis. Par exemple, actuellement, au-delà de l'attrait fort des investisseurs pour l'économie circulaire, il y en a un secteur qui fait parler beaucoup de lui en ce moment, c'est l'hydrogène. Donc, à ce titre, par exemple, dans le baromètre Cleantech de France Invest, on a créé une sous-catégorie hydrogène maintenant, parce que c'était avant noyé dans le stockage d'énergie, mais maintenant on a dû faire une catégorie hydrogène. Voilà. Donc, en termes de financement privé, donc au-delà des volumes, quand vous veniez, il faut savoir que les investisseurs ont des typologies de maturité de société qui diffèrent. Et donc, quand vous cherchez des capitaux privés, la première chose à faire, c'est vous renseigner sur un peu quel est le type de maturité que ces fonds vont financer. Donc, nous, chez Demeter, on a la chance parce qu'on peut financer autant des sociétés en très amorçage, en série A ou en capital développement, voire en infrastructure, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour ne pas perdre de temps et pour pas avoir surtout un effet déceptif, parce que c'est pas marrant de venir présenter un projet et à la fin vous entendre dire c'est sympa mais c'est pas dans le scope. Voilà, donc essayez de prendre à l'avance des renseignements ou prenez contact avec nous. C'est un milieu qui a souffert, je pense, d'une image un peu fermée, un peu voilà, si j'y vais trop tôt, c'est pas bon. Si j'y vais trop tard, c'est pas bon, c'est sûr. S'ils me disent non, ben ça y est, c'est fini. Jamais ils me diront oui. Non, c'est faux. Je veux dire, ça nous arrive très souvent de voir et revoir. Et cet après-midi, là, j'ai eu des interviews et des entretiens avec des gens que je connaissais déjà. Ça fait toujours plaisir de voir les évolutions. Voilà. Et donc, c'est jamais trop tôt. Venez voir les investisseurs. On est là pour échanger avec vous, pour vous orienter. C'est pas parce que nous, on va vous dire non que peut-être on sait très bien que un confrère va lui se retrouver dans votre projet. Donc voilà. Donc c'est aussi le message très important que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que les investisseurs privés s'intéressent beaucoup à ces sujets actuellement.
Et il ne faut pas hésiter à venir taper un peu comme il y a tous les guichets. Là, vous voulez un peu taper à la porte. Alors, France Invest, c'est un bon point d'entrée, puisque, comme je vous dis, ça regroupe tous les investisseurs de la place. Et donc, il y a un annuaire aussi qui est édité par l'association. Donc, ça vous permet d'accéder à ce monde-là. Ou bien, vous essayez de nous rencontrer. On est souvent dans des événements comme celui-là où on vient bien volontiers vous écouter. Et donc, il ne faut pas être timide. Il faut venir, même si vous n'avez pas forcément rendez-vous, autour d'un café ou n'importe quoi. On trouve toujours un moment pour partager avec vous. Voilà. Et souvent, les investissements privés sont effectivement très complémentaires de tout ce qu'on vient de dire. Et on est ravis, nous, quand on a des sociétés que l'on finance ou qui ont été financées par d'autres, qui viennent compléter le financement privé par ce financement public. Vous imaginez, on a la chance en France quand même d'avoir un panel d'offres, et en Europe, un panel d'offres et de véhicules disponibles. C'est souvent facile de doubler presque le montant levé en equity par du financement non dilutif. Donc il ne faut pas hésiter à jouer de tous ces véhicules-là pour financer tous vos projets, quoi. Très bien. Donc vous recommandez effectivement de combiner tous les modes de financement et de pouvoir regarder l'ensemble. Est-ce qu'il faut... on dit souvent qu'il faut aller voir effectivement les investisseurs bien en amont pour commencer à échanger, pour commencer à se connaître. Donc c'est vraiment ce que vous recommandez. Exactement. Moi j'insiste, c'est jamais trop tôt. Et il faut savoir que l'investissement, c'est aussi un futur mariage. Donc, vous ne mariez pas avec votre épouse ou votre mari après une première rencontre. Donc, généralement, plus on se connaît, plus on apprend à se connaître, à travailler, à voir comment on interagit, plus ça nous conforte dans notre idée de oui, on a peut-être envie d'aller financer cette équipe-là, cette société-là. Et donc, voilà. Et moi, à titre perso, ça m'est déjà arrivé de financer une société après l'avoir suivie pendant près de 2 ans. Parce qu'ils étaient venus presque à la sortie d'un laboratoire, c'était trop tôt, c'était pas encore tout à fait mature à la fois en termes d'offres, de produits, etc. Mais ça n'empêche que 2 ans après, on avait trouvé un terrain d'entente. Donc c'est jamais trop tôt, voilà, c'est jamais trop tôt. Les cours de foot, ça arrive de temps en temps, effectivement. Mais là, après, ça ne s'explique pas. Mais il faut s'asseoir réciproque, vous savez. Moi, j'en ai eu un récemment et je suis allé au bout de l'investissement. Non, ouais, ça arrive de temps en temps. C'est une histoire vraiment... c'est souvent une histoire de timing. C'est malheureusement, mais vous tombez au bon moment peut-être sur le sujet qui nous intéresse, etc. Et puis après, ce qui est intéressant aussi et ce qui est important, c'est un peu regarder ce que l'on a déjà en portefeuille, parce que c'est difficile d'aller financer 2 sociétés concurrentes. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit non que votre projet est mauvais, non, mais c'est parce qu'on a déjà financé peut-être un de vos concurrents, etc. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de discuter assez tôt avec le monde du VC. Très bien, merci beaucoup. On pourra prendre des questions en fin de session. On va maintenant s'intéresser à la façon dont les grands groupes et le principal groupe de distribution en France, électrique en France, s'intéresse à l'innovation, accompagne l'innovation et finance l'innovation. Donc je vais donner la parole à Sébastien Jumel. Je vous laisse également vous présenter. Oui, merci beaucoup et merci de me donner l'occasion effectivement d'expliquer comment Enedis intervient avec et dans le monde des startups. Alors en ce qui me concerne, j'ai en charge le développement, l'innovation, le numérique et la mobilité électrique au sein d'Enedis. Et donc évidemment très intéressé et puis très confronté au monde de l'innovation qui inclut très largement celui des startups. C'est peut-être le premier message, c'est que je pense que ça apparaît évident pour tout le monde, mais les groupes industriels ont pris le virage depuis bien longtemps de ce qu'on a appelé globalement l'open innovation, c'est-à-dire l'idée que un industriel ne fabrique plus son innovation tout seul en partant de la R&D, en le confiant à des développeurs, puis à des marketeurs, puis tout ça. C'est une vieille idée dans nos entreprises. Donc ça fait longtemps, culturellement, que les industriels,
même ceux qui sont sur des activités extrêmement traditionnelles, en monopole, et puis avec des horizons de temps très lointains, beaucoup de CAPEX, tout ça. Bon. Donc premier message, c'est oui, on est très, très ouvert aux possibilités de travailler avec les startups, et ce, depuis maintenant pas mal d'années. On a actuellement en cours une 50aine de contrats de coopération sous des formes diverses avec des startups. Donc, comment ça se passe? Généralement, ça part, en ce qui concerne Enedis, ça part du terrain. C'est-à-dire qu'on est une grande entreprise, il y a 38 000 personnes, il y a 25 directions régionales, il y a plus de 800 sites sur lesquels nous sommes présents. Et donc, on a une présence territoriale très forte. Et souvent, c'est là que se nouent les premiers contacts. Et donc, le quotidien pour nous, équipe nationale, c'est de recevoir un coup de fil d'un collègue qui nous appelle en nous disant qu'il a trouvé une pépite. Voilà. Et alors, parfois, c'est vrai. Mais pas toujours. Pas toujours parce qu'il n'a pas forcément, lui, les moyens de savoir exactement à qui il a affaire, et puis surtout les moyens de savoir si ailleurs, en France, peut-être en Europe, il y a d'autres sociétés qui portent des offres comme celle-là. Donc, on a un travail avec nos collègues du terrain pour prendre connaissance avec les startups ou les PME avec lesquelles souvent ils ont commencé à échanger, voire à travailler, et puis essayer de comprendre si ça peut dépasser le cadre d'une coopération locale. Donc ça, c'est le mode vraiment classique, normal dans notre entreprise. Par ailleurs, on a un concours de start-up, qui est un concours qui a lieu tous les 2 ans. Ce concours, généralement, génère environ 300 candidatures. Donc je ne peux que vous inciter à candidater sur ce concours qui est organisé au niveau national et qui octroie un certain nombre de prix. Alors les prix, il y a du financement, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 100 000 € de financement. Et puis surtout, j'allais dire, la possibilité derrière de rentrer dans les jalons qui sont en place au niveau national. De façon très classique, on a 3 jalons de travail avec les startups ou les PME, c'est-à-dire un jalon A qui est un go pour expérimentation, un jalon B qui est un go pour industrialisation et un jalon C qui est un go pour déploiement sur toutes nos unités. Donc, on amène systématiquement les lauréats de ces concours avec nous vers le jalon A. C'est-à-dire que quasiment à chaque fois, ça débouche sur une expérimentation commune, en plus ou à côté ou en complément du financement qu'on apporte à cette société. L'autre mode d'interaction est évidemment pour nous la possibilité d'aller depuis les équipes nationales directement contacter une start-up que nous aurions repérée, que certains de nos partenaires nous auraient signalé ou dont on parle beaucoup ici ou là. Et donc il y a un mode évidemment possible proactif vis-à-vis des start-up. Sur le mode contractuel, on est très ouvert. Si vous êtes local, on a un contrat type que nous avons géré depuis le national, et donc toutes les entités sur le terrain ont un contrat type de coopération avec des startups et des PME innovantes, qui règlent essentiellement les questions de NDA. On a dû faire simple, mais déjà faire une trame juridique simple qui vous permette d'échanger, de discuter, de commencer à évoquer des premiers contrats ou des expérimentations. Ça fait accélérer un petit peu la machine parce qu'on sait que le principal problème que vous avez quand vous travaillez avec nous, c'est le temps. On n'est pas sur les mêmes tempos et ça, on en a vraiment conscience. Et donc tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de gagner les petits bouts de semaines pour qu'on sache le plus vite possible si on a des choses à faire ensemble ou pas. Donc ce contrat type, c'est le premier contrat qui permet évidemment de travailler ensemble. Et puis ensuite, on peut aller vers des contrats de nature différente. Il peut y avoir des contrats évidemment de R&D, il peut y avoir des contrats d'expérimentation, et nous pouvons aller dans des cas assez rares jusqu'à investir au capital. Nous l'avons fait rarement, nous partageons avec Demeter un investissement.
là, on est vraiment dans les cas où on a un intérêt industriel, stratégique, de moyen long terme, et donc on pense qu'il faut qu'on soit au capital de cette entreprise et parfois au board. Là, c'est un investissement en direct d'Enedis. C'est Oui. pas des fonds d'EDF ou des... Non, ce n'est pas des fonds. Alors, on appartient au groupe EDF, comme vous le savez, qui lui-même a une organisation d'ailleurs assez conséquente autour du corporate venture, qui peut aller jusqu'à l'investissement en capital. Et d'ailleurs, il y a pas mal de participations qui sont prises par le groupe. Mais pour tous ces sujets-là, on est assujetti à un code de bonne conduite et à l'indépendance. Et donc, ces investissements se font directement via les fonds propres d'Enedis. Voilà. Donc, plusieurs modes d'intervention, depuis le contrat local jusqu'à la prise de participation, si pour certains cas plus rares. Donc, le mode de fonctionnement, finalement, est relativement simple. On a mis en place depuis peu ce qu'on appelle des Enedis Labs dans chaque région. Donc, si vous êtes en région et que vous tombez sur quelqu'un d'Enedis et que vous pensez que vous avez des choses à faire avec nous, il y a un seul truc à lui demander, c'est qui est responsable de votre Enedis Lab. Normalement, il doit le trouver. Et ces gens-là sont animés par nous. Et donc, le rebouclage se fait de cette façon-là. Vous allez gagner beaucoup de temps si au plus tôt vous identifiez cet interlocuteur local, au plus vite l'opportunité nous sera remontée. Évidemment, il y a toujours la possibilité de s'adresser à nous directement si vous pensez que c'est efficace. Les thèmes sont ceux, évidemment, des activités d'Enedis. Mais Enedis a la particularité, les réseaux en général, partout dans le monde, ont la particularité d'être vraiment au cœur de la transition énergétique. C'est-à-dire que tout ce qui, de près ou de loin, va concerner la transition énergétique, à un moment ou à un autre, va passer par le réseau. Alors, on pourrait en débattre sur le fond, mais c'est quelque chose qu'on ressent vraiment très fortement quand on arrive chez Enedis. Toutes les ENR, ou quasiment, sont raccordées au réseau de distribution. Tous les véhicules électriques seront raccordés au réseau de distribution. Les questions de flexibilité vont donc concerner de plus en plus les réseaux de distribution. La question du stockage et des batteries vont concerner les réseaux de distribution. L'hydrogène va concerner à pas mal de titres les réseaux de distribution, puisque les électrolyseurs seront reliés au réseau et que par ailleurs, ça donne potentiellement une typologie de stockage intéressante également. Mais nous nous intéressons également aux questions de l'autoconsommation. En réalité, comme vous le savez bien, l'autoconsommation, ce n'est pas un îlotage fermé, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. On garde un lien avec le réseau, simplement on demande à ce réseau qui joue un rôle très différent par rapport à celui qu'on a l'habitude de le voir jouer dans un mode de production centralisée. On s'intéresse donc aux communautés virtuelles de clients pour comprendre comment nous, on peut au mieux favoriser tous les modes alternatifs qui sont en train d'émerger. Parce que ces modes, s'ils ont une raison d'être, s'ils ont un modèle économique, s'ils répondent à une demande sociétale, eh ben, ils vont se développer. Et nous, notre sujet, qui est portant une mission de service public, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut aider au mieux à ce que ces modèles émergent. Donc, ce sont les sujets de la transition énergétique qui nous intéressent, mais avec un spectre vraiment très large, dès lors qu'on pense que le réseau a quelque chose à apporter à ces modèles, que ce soit par leur expertise ou par le fait qu'à un moment ou à un autre, il y aura un contrat avec les réseaux de distribution. Je l'ai dit, la mobilité électrique nous intéresse aussi pour plein de raisons. Vous l'avez compris, on va passer de 500 000 véhicules actuellement à au moins 15 millions en 2030. En tout cas, on base nos hypothèses pour l'instant là-dessus. Donc, on a quelques années pour accepter qu'il y ait 15 millions de véhicules qui branchent sur le réseau de distribution leurs batteries. Et tout ça dans un monde où ces véhicules demain vont en plus pouvoir rejeter une partie de leur énergie sur le réseau. Donc forcément, c'est un sujet qui nous intéresse. La question du pilotage, la question de la charge est quelque chose qui nous intéresse forcément. Et puis je rajoute un dernier point qui est peut-être moins classique pour nous.
on s'intéresse également à un certain nombre d'initiatives qui renvoient aux missions de service public. C'est-à-dire qu'on est très attaché à cette mission de service public, on a articulé un projet industriel et humain autour de cette mission de service public qu'on veut moderne, qu'on veut augmenter. Et on voit bien que ça renvoie à certaines attentes sociétales. Et la crise récente montre, pour nous, que cette notion de service public est une notion moderne. Et donc on s'intéresse également aux entreprises, aux initiatives qui viennent renforcer cette idée de service public. Donc on élargit aussi vers d'autres thématiques que les thématiques un peu techniques ou de transition énergétique. Merci pour cette introduction. Y a-t-il des questions spécifiques auprès de Sébastien Jumel sur Enedis ou d'autres intervenants? Alors, il y en a eu un. Alors, le Covid a un peu mis le bazar là-dedans, mais donc il y en a eu un en 2020, dont les prix ont été remis un petit peu décalés du fait du Covid. Donc, les lauréats ont été attribués en mai-juin de cette année, avec un peu de retard. Nous allons organiser un grand forum innovation en décembre. Et à l'occasion de ce forum innovation, on annoncera le prochain concours startup qui devrait arriver en 2022. Très bien. Alors peut-être une question supplémentaire. Effectivement, la grande question des startups, quand elles sont en face d'un acteur comme Enedis, c'est la question du temps, du passage à l'échelle. On a tous peur, enfin, on a parlé du purgatoire d'époque. Donc est-ce que je vais encore expérimenter, faire un nouveau POC? Donc ce que j'entends, c'est qu'en tous les cas, il y a une vraie volonté chez Enedis d'avoir un parcours qui amène au passage à l'échelle. Et donc il y a du rythme qui est donné en interne pour s'assurer de cela, parce qu'en fait c'est souvent la grande question des startups, et c'est la crainte, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que ça ne va pas être encore un POC? Et derrière, on a des investisseurs qui nous demandent des résultats rapides. Est-ce qu'on va réussir à avoir des résultats rapides? Voilà. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie volonté d'aller sur ce passage à l'échelle avec les startups. Oui, on sait bien que c'est le sujet central. Moi, j'ai créé il y a 22 ans un incubateur chez EDF, dans le groupe. Et à l'époque, on l'avait appelé l'accélérateur. Bon. C'était la pleine folie, c'était la période Internet, tout ça. Bon, et donc déjà, à l'époque, une espèce de conscience aiguë que le sujet, c'est le tempo. C'est pas tellement l'expertise ou je ne sais quoi, c'est ce qu'on va venir chercher dans les startups avec lesquelles on veut bosser. Bien sûr, c'est une innovation, quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne sait pas faire comme ça, mais c'est avant tout un tempo. C'est-à-dire, ce que vous nous apportez, c'est la capacité à déployer des solutions plus vite que ce que nous, on saurait faire, seul. Donc, c'est vraiment ça la conscience qu'on a maintenant. Et on ne peut pas laisser s'épuiser des partenaires parce que le process n'est pas clair, on ne sait pas qui décide, quel est le directeur qui a l'argent, ou ce genre de choses. Bon, alors il n'y a rien de magique, mais on a conscience que c'est bien là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je disais, et c'est tout à fait le cas, qu'on travaille sur ces concepts d'open innovation depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est qu'on comprend que l'innovation, c'est une invention qui a réussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'innovation tant que ce n'est pas sur le marché ou tant que ce n'est pas déployé chez nous. Bon. Donc ça veut dire que si on entre en collaboration avec une start-up, on doit savoir ce qu'on va faire après l'expérimentation. Expérimenter, poker, tout ça, c'est relativement simple quand même. En tout cas, dans les relations qu'on peut avoir avec les startups, on arrive toujours à faire une maquette, à faire un POC. Et donc la question principale qu'on doit se poser très vite avec ces startups, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de l'industrialisation? Donc là, on a des exemples de quelques sujets qui ont marqué les esprits chez nous. On a un sujet autour des défauts de câbles. Alors, on est vraiment dans le cœur du métier, c'est les câbles HTA. Comment est-ce qu'on repère les défauts? On a fait des travaux de recherche, on a plein de gens évidemment qui travaillent là-dessus, qui sont plutôt pertinents d'ailleurs. Et puis il y a une start-up qui arrive avec un système d'intelligence artificielle, un drone. Et au début, on regarde, on va faire un expé, et puis on fait l'expé. Et puis finalement, on a effectivement décidé que c'était avec eux qu'on partait. Et que l'industrialisation pour tout Enedis de la recherche de défauts de câbles se ferait
dans un partenariat avec cette société. Bon. Donc on commence à avoir quelques exemples de sociétés avec lesquelles on a compris le modèle de partenariat et de coopération qui passe pas forcément par un investissement en ce qui nous concerne au capital. En l'occurrence, là, on a trouvé un contrat de partenariat de moyen terme qui va très bien. Et ça va devenir notre solution technique prescrite et qui va être déployée dans toute l'entreprise. On a la même chose avec une société qui s'appelle Othello, qui fait un bras articulé qui permet de faire des travaux sous tension. Bon, eh bien on vient de décider que c'est avec cette solution désormais qu'on allait la déployer et que quand on aurait des travaux sous tension à faire, on passerait par cette société qui est une start-up. Donc on commence à avoir un certain nombre de réussites industrielles qui montrent que c'est le vrai sujet. Et j'espère qu'en tout cas les initiatives qu'on est en train d'apporter actuellement vont nous permettre de se mettre vraiment dans un tempo qui soit compatible avec la vie des PME et des startups. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la... Vous l'avez évoqué très rapidement, mais je n'ai peut-être pas tout à fait compris. Quand vous voulez donner le relais à des moyens en fonds propres, vous passez le relais à EDF, c'est ça? Non. Non, c'est chez nous. Ouais, ce sont des moyens Enedis. Non, il n'y a pas de fonds d'investissement, c'est de l'argent de la maison mère, enfin d'Enedis, c'est ça. Ouais. Non, il n'y a pas de fonds, il y a un fonds Corporate Group EDF. Il y a par ailleurs des activités de fonds côté EDF, mais nous, quand on investit, on n'a pas de véhicule financier dédié au capital risque, pas encore. Peut-être qu'on en aura un, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Donc, c'est vraiment Enedis qui investit. Avec une stratégie, a priori, c'est vraiment du coup par coup, en fonction des besoins, c'est-à-dire à quel stade vous investissez, pour quel type de montant, il y a quelque chose de défini. Alors, en l'occurrence, l'investissement, juste pour illustrer, qu'on a fait autour de JREV, voilà, sur l'interopérabilité des recharges de véhicules électriques, on l'a fait à un stade relativement amont. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail des problèmes de l'interopérabilité des recharges. Vous savez comment, avec une seule carte, vous êtes capable d'aller à n'importe quelle borne de recharge et puis de régler la recharge de votre véhicule, ce qui est un vrai sujet de douleur pour les gens qui possèdent un véhicule électrique. Bon, il y a plusieurs modèles qui peuvent avoir lieu, et puis il y a plusieurs plateformes qui s'étaient développées autour de ces questions d'interopérabilité. Donc au moment où a été fait l'investissement, on n'était pas vraiment encore dans le seed money, mais pas très très loin quand même. Donc on est capable d'intervenir en amont quand on voit la cohérence totale avec les enjeux industriels qui sont les nôtres. Mais ça peut être évidemment, a fortiori, à des stades plus avancés, dès lors que le modèle industriel de la PME ou de la start-up est lui-même plus clair et que pour nous, c'est plus simple. Une dernière question de la salle ou... Pas forcément. Donc, je vais remercier les intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été très direct, concret et d'avoir partagé avec l'ensemble de la salle toutes ces recommandations concrètes. N'hésitez pas, par ailleurs, à venir à la fin de la session échanger très directement. Et après la session également, on en a parlé pendant la présentation, Think Smart Grid est aussi là, donc n'hésitez pas quand vous avez des questions sur ces mécanismes de financement ou les noms des bons fonds à aller voir ou les bons contacts au sein d'Enedis. Think Smart Grid peut également probablement vous guider et vous donner les bons points de contact au sein des groupes ou au sein des investisseurs ou au sein les bons contacts pour l'investissement public et le soutien public. Donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Et merci encore une fois à nos intervenants d'avoir participé ce soir. Merci.